Hello! Alors, dans la continuité de la vidéo précédente, on va cette fois se pencher donc sur l'attitude professionnelle. Et cette attitude professionnelle, elle va être liée directement à votre session d'entretien d'embauche. Car c'est quelque chose que l'on va essayer de très vite déceler chez vous, c'est est-ce que vous êtes prêt pour l'entreprise? Est-ce que vous êtes quelqu'un de pro? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable? Ça va être aussi ça le but d'un entretien quand vous êtes dans une entreprise et quand vous cherchez à postuler. On a vu votre portfolio, on a vu quand même qu'il y avait un bon niveau technique. Maintenant, on va voir, vous là, dans la cabeza, comment vous êtes, quelle est votre personnalité. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'attitude professionnelle. Donc tous les points que l'on va voir dans cette vidéo vis-à-vis de l'attitude professionnelle vont vous servir pour le travail à l'école en groupe, pour vos fameux PFA et PFE, projet de fin d'année ou projet de fin d'études. On va voir aussi comment l'appliquer en entretien d'embauche. À chaque fois, nous ferons des parallèles entre l'attitude professionnelle et le type de questions que l'on peut vous poser en entretien et donc comment être à l'aise pour votre futur entretien d'embauche afin de dégager la meilleure impression et de vraiment convaincre que vous êtes le bon candidat pour ce job. Et nous verrons aussi du coup comment ces attitudes professionnelles sont importantes sur d'autres métiers non artistiques qui seront peut-être plus parlants pour vous parce que vous avez forcément été confronté à des professeurs, à des coachs ou à des gens, des plombiers, des gens à qui vous allez demander un service. Donc ça vous permettra aussi d'un peu mieux vous mettre à la place du client et pas non plus uniquement du côté de l'employé. Donc on attaque. Donc tout d'abord, ça c'est quelque chose que je préfère mettre au point dès le départ avec vous. C'est vrai que les écoles, quand vous arrivez dans une école, vous avez le statut d'étudiant. Mais il faut savoir que très vite, normalement dès la deuxième année, vous savez à peu près maintenant si vous aimez ou pas ce métier, à peu près quel poste vous intéresse, et donc vous allez devoir commencer à vous investir de plus en plus dedans pour avoir un niveau professionnel. Même en tant que junior, on va vous considérer comme un pro. Vous serez payé pour le travail que vous allez faire. Et je parle pas de stage. Le stage, vous êtes là encore pour être formé. Et quand vous êtes junior, là, on attend de vous déjà un certain niveau. Vous êtes là pour apporter une plus-value. Alors, c'est sûr, je vais le dire, c'est un peu cassant. Je le dis souvent à mes étudiants, mais il faut aussi être réaliste à ce niveau-là. Quand vous sortez d'école, vous n'avez pas une énorme valeur. Ok? D'un point de vue technique, beaucoup d'écoles sont généralistes, vous n'êtes pas assez spécialisé. C'est pour ça justement que moi, je crée des programmes et des coachings pour l'instant pour renforcer en fait les gens qui veulent plus aller loin dans l'animation 3D ou aller plus loin dans le concept art ou le digital painting plus globalement. Il y aura bien sûr l'école Le Dojo qui naîtra pour compenser aussi ça, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais du coup, le point c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de plus-value, parce que techniquement des fois il y en a où vous êtes trop généraliste donc vous n'êtes pas assez spécialisé, le point où vous allez pouvoir vous démarquer, c'est votre motivation et votre professionnalisme. Qu'est-ce qu'on va attendre d'un pro justement? Ça va être cette attention aux détails qui fait que par rapport à un amateur, vous pensez à des choses auxquelles les autres ne pensent pas. Et vous faites l'effort de faire ces choses-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, comme on a vu, une bonne présentation de CV, de lettres de motivation, où vous êtes concis et vous avez une idée des besoins qu'on attend de nous, des informations que l'on veut pour faciliter le travail de recruteur. Ensuite, vous aussi, vous allez avoir besoin d'informations. C'est ça qu'on attend d'un pro. Imaginons vous cherchez par exemple un professeur ou un coach. Donc que ça soit par exemple moi dans ma matière pour vous spécialiser en animation 3D ou en digital painting, ou alors, plus global, vous avez par exemple un coiffeur ou alors un électricien qui doit venir. Qu'est-ce qui va faire que vous sentez que c'est un professionnel déjà? Ça va être la manière dont il se présente, déjà, la tenue, comment il est organisé, est-ce qu'il vient avec ses outils, est-ce qu'il paraît soigné? C'est bête, hein, mais l'apparence compte énormément sur l'image que vous dégagez. Dans notre cas de figure, en tant qu'artiste, ça va, on peut être assez décontracté, mais quand même, faut pas venir en pyjama. Grosso modo, faut avoir un minimum de sérieux. Je pense que ça, quand même, vous êtes au courant. Par contre, les autres points qui vont vous rassurer quand vous avez un pro en face, ça va être, par exemple, la récolte d'informations qu'il va faire. Il va vous poser des questions. Par exemple, coach sportif, il va essayer de savoir vos mensurations. Est-ce que vous avez fait du sport avant? Quelles sont vos disponibilités? À quelle fréquence êtes-vous prêt à vous entraîner? Toutes ces questions vont vous permettre d'être rassuré. Pourquoi? Parce que ça vous montre à quel point la personne veut vous rendre un service qui est spécialisé pour vous, qui va être vraiment fait sur mesure pour vous. On prend l'exemple du prof, pareil, il va essayer de savoir quel est votre background, savoir quels sont vos objectifs, quel est votre niveau, à quel point vous êtes à l'aise avec, par exemple, le logiciel, avec l'informatique, quelles sont vos disponibilités, quel est votre budget, parce que par rapport au budget, il va pouvoir vous adapter un service, et il va aussi vous expliquer
toute la mise en place du programme, tout ce que vous allez voir ensemble. Et donc, ça, c'est rassurant. On se dit, on est entre de bonnes mains. Donc, vous, à un entretien, vous devez venir aussi avec des questions. Vous devez récolter des informations pour être sûr que vous allez être une bonne recrue et que tout va bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre comme question? Ça va être, par exemple, des questions précises sur les tâches qui vous attendent. Quelles sont les contraintes que vous devez prendre en compte? Est-ce que, par exemple, vous allez devoir apprendre un nouveau logiciel? Vous avez besoin de savoir aussi, en général, s'il va y avoir un lead au-dessus de vous. Quels vont être les corps de métier avec lesquels vous allez interagir? Donc peut-être aussi pour renseigner sur le vocabulaire que ils utilisent, leurs contraintes. Par exemple, dans le jeu vidéo, c'est pas les mêmes contraintes que dans le cinéma d'animation. Peut-être que dans le jeu vidéo, vous allez devoir discuter avec un game designer, un narrative designer. Donc tout ça, ça va vous permettre de vous renseigner un peu plus sur le métier et de mieux comprendre ce qu'ils attendent comme information pour pouvoir bien travailler. Ensuite, vous pouvez vous renseigner plus sur le projet. Donc quel est son univers? Est-ce qu'il y a plus d'informations sur le style visuel? Si c'est du jeu vidéo, quel type de gameplay il va y avoir? Si c'est pour du film, est-ce que c'est de la série court format? Et quel est le nombre de secondes par jour que vous aurez au niveau du quota d'animation? Qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue qualité? Donc voilà, tout ça, c'est une liste de questions qui est importante à avoir. Dans tous les cas, je vais vous faire un récapitulatif en description où vous pourrez revoir toutes les questions intéressantes que vous pouvez récolter pour bien travailler. Ensuite, bien sûr, vous pouvez venir avec des questions plus secondaires, mais pour vous permettre de mieux vous installer, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, ils ont des bons plans de logement? Est-ce que vous pouvez avoir droit à des aides? Est-ce que vous pouvez demander aussi si vous devez emmener votre matériel ou s'il y aura déjà un PC sur place? S'il y a d'abord une période d'essai, de combien de mois va être cette période d'essai? Vous pouvez aussi demander derrière quel type de contrat ils ont l'habitude de faire. Est-ce que c'est intermittent du spectacle ou est-ce que c'est du CDD, voire même du CDI? Et si par exemple ils sont ouverts à faire des fois du distanciel ou ils ne cherchent à faire que du présentiel. Voilà. Tout ça vous permet un peu de tâter le terrain, même si je sais que certains peuvent avoir peur, ça vous permet au contraire de rassurer la personne sur le fait que vous cherchez à avoir le maximum de paramètres pour bien faire votre travail. Vous pouvez aussi demander si c'est un entretien physique, ça c'est super intéressant aussi de pouvoir visiter le studio, visiter le bâtiment pour un peu déjà vous imprégner aussi de votre futur espace de travail. Et pourquoi pas même déjà rencontrer l'équipe, ça sera encore même mieux, ça sera un très bon geste de votre part si vous arrivez à faire ça, si vous le demandez. Tout ça, ça montre le professionnel qui veut étudier le terrain déjà avant de commencer la mission. Car justement, c'est ça aussi une attitude professionnelle, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter aux contraintes. Donc si on prend l'exemple du prof, comment lui il peut s'adapter? Imaginons par exemple que vous dites que vous n'avez jamais touché de logiciel 3D avant et que vous voulez faire de l'animation 3D. Et bien là, il va essayer justement peut-être vous recommander déjà des vidéos ou alors il va très vite vous faire une formation rapide pour vous mettre à jour là-dessus pour justement s'assurer que derrière, l'enseignement va être bien dispensé. Si, dès le départ, il vous dit « Ah non, mais écoutez, non, moi, c'est pas possible, si vous n'avez pas ça, moi, c'est pas la peine », mais ça va faut quand même vous laisser un arrière-goût avec cette interaction professionnelle. Alors que si vous voyez que la personne s'adapte très rapidement et vous dit « Pas de souci, on maîtrise la situation, on va faire ça, c'est de suite beaucoup plus rassurant. » Si par exemple, pareil, on prend l'exemple du plombier qui vient et qui vous dit « Écoutez, là, votre serrure, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais il n'y a pas de souci, il y a d'autres solutions. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire ça, je repasse demain, et dès demain, pas de souci, votre porte, elle est ouverte, elle est réparée, ou alors pareil pour la plomberie ou l'électricité. » Une personne qui est capable de rebondir très vite face à des problématiques et vous montrer qu'elle maîtrise derrière et qu'elle peut proposer des solutions, c'est génial. Donc ça, c'est dans la continuité de vos questions, ça montre que vous êtes proactif. Et ça, justement, c'est ce qu'on attend aussi d'un professionnel, c'est d'être force de proposition. Et donc, justement, montrer que lorsque il y a des interrogations, vous êtes capable d'accompagner, entre guillemets, votre client et à proposer de nouvelles idées, c'est super agréable. Et qu'on soit bien clair là-dessus, quand je vous dis que c'est dès la 2e année, vous êtes censé être un professionnel, c'est-à-dire que même quand vous allez travailler en groupe, vous devez avoir cette attitude d'être force de proposition. Je vous donne un exemple. Vous travaillez en groupe avec des game designers et donc voilà, vous êtes un game artiste. Et bien dans ce cas de figure, si un game designer vous demande des animations ou des assets 3D, ben ça va être votre rôle et votre devoir en tant que professionnel de dire ok, on peut faire ça, il n'y a pas de souci, mais sache qu'il y a telle ou telle solution aussi, peut-être auquel tu n'as pas pensé, qui peuvent permettre d'avoir ce résultat de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et là-dessus, ça peut être très apprécié aussi, parce que vous êtes là aussi pour apporter votre expertise. Il peut s'avérer que vous ayez des missions qui ne vont pas forcément vous plaire, mais un professionnel est là pour assurer le travail dès le départ où il a accepté le contrat. Vous avez accepté de travailler en groupe, donc forcément, on va vous demander des choses qui ne vont pas toujours vous plaire, mais vous allez assurer une qualité de travail et un rendu en temps, malgré
vos goûts personnels. Et ça arrive aussi en entreprise. Donc ça, c'est très important aussi de montrer que vous n'êtes pas enfermé dans un seul style quand vous travaillez sur votre démo reel ou votre portfolio. C'est toujours bien de faire un peu d'anime cartoon, un peu d'anime réaliste, ou du dessin cartoon, ou du dessin réaliste. Donc en tout cas, un peu varier les styles et varier un peu les thématiques. Ne pas faire que de la sci-fi, ne pas faire que du médiéval fantasy. Voilà. Essayez aussi de montrer que vous pouvez vous adapter à différentes tâches. Ensuite, un autre point important par rapport à l'attitude professionnelle, ça va être la communication. Sachez qu'il y a peu de chances qu'on vous dise que vous communiquiez trop. En général, on communique surtout pas assez. Donc, dès le départ, si on prend le parallèle avec les projets de groupe, sachez qu'il est important de toujours, au moins 1 ou 2 fois par semaine, communiquer avec votre client ou votre équipe sur les avancées de vos travaux. C'est super important parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Donc, même quand vous serez en studio, vous devez avoir l'habitude de communiquer souvent. Ne pas attendre qu'on vienne forcément vers vous, mais que vous alliez de manière spontanée donner des informations, faire un rapport à où vous êtes. Et de la même manière, si vous êtes coincé dans un problème, ça fait plus d'une demi-heure que vous n'arrivez pas à avancer, vous avez un devoir d'alerte de prévenir votre lead ou un autre collègue pour qu'il puisse vous aider. Sinon, vous faites perdre du temps à toute l'équipe. Donc la communication, c'est aussi un devoir professionnel. Plus en plus négligé par les étudiants, c'est très grave, c'est la ponctualité. Vous devez arriver à l'heure. On doit pouvoir vous faire confiance là-dessus. Si dès le départ, vous arrivez en retard, c'est très grave. En école, on peut encore le tolérer. Même moi, je sais que c'est pas ma force, la ponctualité, mais j'essaie toujours d'avoir une marge de manœuvre, de ne pas dépasser les 5 minutes de retard ou les 10. Ou alors, si je vais être en retard, je préviens. C'est super important. Vraiment, la ponctualité, c'est quelque chose où vous devez faire vraiment gaffe. Parce que ça peut vous coûter des points, surtout quand vous êtes junior. Quand vous avez de l'expérience, quand vous savez déjà que vous avez un bagage, il y a des gens qui peuvent être moins à carreau sur le fait que vous avez peut-être 10 minutes de retard parce qu'on sait que vous avez une plus-value. Mais quand vous avez tout approuvé en tant que junior, croyez-moi, faut pas qu'on vous reproche votre ponctualité. Faites attention à ça. Par rapport à cela, la responsabilité. En tant que professionnel, vous devez garantir un résultat. Quand vous vous engagez à respecter une deadline et à venir à un horaire spécifique, si vous ne le respectez pas, on perd la confiance que l'on a en vous. Attention, et la confiance, c'est difficile à obtenir et très facile à perdre. Et quand vous commencez à la perdre, ça prend du temps pour la reprendre. Et si vous gagnez en confiance, vous rassurez, vous anticipez les problèmes, vous devenez quelqu'un de fiable. Parce que la fiabilité, ça veut dire que vous garantissez un résultat, qu'importe ce qui va arriver. Donc, très important. Comme vous êtes payé, vous devez assurer une qualité de travail et le respect des délais. À moins que vous ayez anticipé derrière et que vous préveniez si le délai ou la qualité ne peut pas être assurée. N'oubliez pas que vous êtes payé pour ça, pour rendre un service de qualité. Ou alors, il faut que ça soit très clairement explicité que voilà, pour la somme que vous aurez, voilà le résultat que vous aurez pas quelque chose de premium, vous aurez le minimum attendu. Parce que voilà, c'est la somme que vous proposez. Et ça implique justement des skills après en négociation. Alors tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais voilà. Moi, ce que je vous conseille toujours de faire, ça c'est plus pour le côté freelance, ou alors quand vous allez travailler en groupe, c'est qu'on va vous demander de faire par exemple telle quantité de travail, et vous allez dire, écoutez, moi je suis capable par exemple de faire ça, mais par exemple, il y a telle partie que je ne pourrais pas assurer si vous voulez que ça soit qualitatif. Donc à un moment, ce sera à vous de jauger, est-ce qu'en fait vous faites tout moyen, ou est-ce que il y a quelques points où le client, pour lui, c'est plus important que ça soit qualitatif, et vous, il y a d'autres points où pour lui, peut-être, il pourra faire la passe sur la qualité tant que c'est quelque chose de potable. Donc ça, c'est important aussi d'avoir en tête la qualité et la deadline derrière. Et est-ce que vous pouvez assurer les deux? Ou alors, vous faites des compromis. Ça aussi, c'est une attitude professionnelle. De la même manière que le professeur ou le coach va s'adapter à votre budget. Et du coup, là au moins, il vous fait pas une impasse en disant non, toi, tu es quelqu'un de trop pauvre. Non, ok. Pour moi, j'estime que n'importe qui peut avoir accès à l'information, donc en fonction de ton budget, voilà ce que je te propose. Peut-être que vous n'aurez pas 2 séances avec un accompagnement et avec toujours un suivi régulier, peut-être que on vous laissera des vidéos pour vous débrouiller sur YouTube, mais par contre, pour avoir des retours sur votre exercice, là, la personne pourra être là pour vous accompagner. Donc ça dépendra aussi de votre degré d'autonomie. Donc ça, c'est important pour quand vous êtes professionnel, de pouvoir respecter ce pourquoi on vous paye. Et du coup, il faut être en accord sur les conditions pour lesquelles on vous paye. Donc ça, c'est à vous de mettre le cadre derrière du contrat et de votre mission. Donc ça, c'est toujours important et on en revient encore à la communication. Ce qui implique qu'un professionnel ne donne jamais d'informations
au dernier moment. On ne fait pas de faux bons. On ne dit pas « Ah, excuse-moi, en fait là, j'ai eu du retard, je voulais pas t'en parler, mais ouais, excuse-moi, là finalement, en fait, ça devait être pour demain, mais ça va être dans une semaine. » Vous faites ça, excusez-moi de parler crûment, mais vous mettez dans la merde l'équipe. Et on perd confiance en vous, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui va prévenir au maximum pour éviter d'être dans des situations de crise. Une situation de crise, c'est quand on a une mauvaise nouvelle au dernier moment, et il faut qu'on réagisse rapidement. Ou alors, c'est-à-dire tout simplement que la situation fait que on ne peut plus être dans une ambiance positive où on peut avancer sereinement. Donc c'est pour ça que vous devez communiquer le maximum d'informations en amont, même si vous avez peur de faire peur ou qu'on ait un jugement sur vous. Très vite, lorsque vous êtes face à un problème, vous ne faites pas faux bond, vous expliquez déjà à l'avance, attention, là, au point de vue de la mission que vous m'avez donnée, je me rends compte que là, je vais avoir du retard. Et on va vous en être reconnaissant parce qu'on va pouvoir s'adapter derrière, plutôt que nous dire au dernier moment. Vraiment, ça c'est super important, soyez honnête. Prévenez-nous le plus rapidement possible si vous avez un empêchement, si vous avez des contraintes qui vous freinent. Être professionnel, ça va être le prof qui arrive et qui vous réexplique ce qui s'est passé avant, il vous rappelle les notions, ensuite il vous explique ce que vous allez faire dans la séance aujourd'hui, donc déjà vous êtes serein, vous êtes remis dans un cadre, et en plus de ça, si par exemple il estimait qu'il devait avoir du retard avec vous avant le cours, ben il va pas vous dire la veille. Normalement c'est 2 ou 3 jours avant pour que vous soyez préparé. Si au dernier moment votre professeur il vous dit « Ah finalement le cours est annulé », alors que vous aviez réservé votre après-midi pour ça, ben ça peut foutre les boules un peu quand même. Autre point important, on attend de vous une maîtrise technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous employez un vocabulaire qui montre déjà que vous savez de quoi vous parlez. Vous n'utilisez pas des trucs comme, justement, comme je viens de dire, des trucs, des choses, le bidule, non. Quand vous parlez, vous êtes précis, vous avez un vocabulaire précis. De la même manière, je prends souvent cet exemple. Un cuisinier, il va vous demander quelle cuisson vous voulez. Et donc, en fonction de la cuisson, il va pouvoir adapter ces instruments afin de vous délivrer le résultat que vous voulez, que ce soit saignant, bleu ou cuit à point. Et de la même manière, par exemple, vous avez un coach ou un professeur qui va vous dire, ok, quel est ton objectif? Parce que par rapport à ton objectif, je vais mettre ça en place, il y a tel critère qu'il faut prendre en place pour obtenir ce résultat. Et vous, c'est la même chose. Les recruteurs, pour être rassurés, ou alors même votre groupe, ou même votre professeur, il aura besoin de savoir que vous avez une certaine maîtrise technique, que vous savez quel résultat vous allez provoquer en fonction de tel ou tel paramètre et facteur que vous allez prendre en compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Animation 3D par exemple. En fonction de si on veut une animation réaliste, vous allez devoir peut-être expliquer un peu qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à une animation cartoon. Peut-être que là, vous allez devoir moins modifier la référence, être beaucoup plus précis sur la référence justement, peut-être même devoir passer par de la motion capture, ou alors que ça va vous demander juste tout simplement plus de temps parce que ça demande plus de précision. Il y a aussi autre chose. Peut-être que aussi vous allez expliquer les enjeux derrière une animation réaliste. Peut-être que justement, le danger d'une animation réaliste, c'est que ça demande beaucoup de détails aussi, peut-être au niveau de la 3D, au niveau du visage. Et du coup, moins on arrive à être précis, plus on peut tomber dans ce qu'on appelle l'uncanny valley, qui fera qu'on aura quelque chose d'un peu bizarre au rendu, qui est pas tout à fait réaliste et un peu robotique. Donc voilà, tous ces critères, ces facteurs que vous pouvez mettre sur le devant de la table pour expliquer à quel point vous avez une maîtrise du résultat avec ces facteurs-là, c'est très rassurant. On reprend l'exemple avec du dessin par exemple. Ok, vous voulez une illustration qui est plus axée sur la jeunesse. Donc il faut savoir qu'il va falloir qu'on parte sur des ombres et des couleurs beaucoup plus simplifiées, avec moins d'informations sur la texture, avec des formes du coup beaucoup plus rondes. On va du coup s'inspirer un peu du style que font Disney. Ou alors peut-être vous allez donner d'autres références qui parlent à tout le monde, mais qui montrent aussi que vous avez une grande ouverture par rapport à votre culture artistique. Donc encore une fois, voilà, tout ça, tout ce vocabulaire, toutes ces choses que vous allez pouvoir expliquer quand on vous demande comment vous êtes arrivé à ce résultat-là, ou alors quand vous allez vous le montrer aussi dans votre portfolio, votre démo reel, toutes les étapes, votre méthode de travail, votre réflexion qu'il y a eu derrière, ça nous rassure sur votre maîtrise technique. Il faut toujours être capable d'expliquer quelle est votre recette pour arriver à un résultat. Autre point important concernant la communication, justement, l'assertivité, la rigueur de travail. L'assertivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable d'exprimer votre opinion tout en respectant celle de l'autre. Donc, si par exemple, il y a des choses que veut vous proposer le client où vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez négocier, c'est tout à fait dans votre droit. Surtout que là, vous allez pouvoir conseiller un peu. Ça vous permettra aussi de poser des limites. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit
La maison, c'est la maison, le travail, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en gros, vos problèmes professionnels restent aux côtés du professionnel et le perso reste dans le perso. Donc, le travail reste au travail. Vous n'allez pas rentrer chez vous et commencer à laisser le travail empiéter dans votre vie privée et vous dire de travailler encore plus, de répondre à des mails au week-end, alors que vous êtes censé être dans votre bulle. Si vous ne mettez pas des limites, votre travail va vraiment empiéter sur votre vie privée. Et ça peut être très très grave ça. Parce que vous allez toujours être à la merci de vos clients, de vos collègues, et être toujours là sans avoir une bulle protectrice pour vous et penser un peu à autre chose que le travail. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas cela. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vous forcer. Et dans l'inverse, il ne faut pas que les problèmes de votre vie privée viennent empiéter sur votre perso. Attention aussi à un truc, ça concerne beaucoup les projets étudiants. Quand vous êtes pro, il ne faut pas que le perso empiète sur le pro. Même s'il y a des collègues, des gens avec qui vous ne vous entendez pas, si vous avez un projet à rendre et vous êtes engagé à le faire, vous devez le faire bien. Qu'importe les tensions qu'il peut y avoir, soit vous en parlez au lead ou à un chef derrière qui est là pour gérer et vous aider à gérer la situation, mais dans tous les cas, vous devez faire votre travail. Le perso ne doit pas empiéter sur le pro. Ça, c'est très important. Sinon, c'est comme si moi, vous m'engagez pour vous aider et derrière, moi, parce que j'ai passé une sale nuit derrière où je me suis embrouillé, je sais pas moi, avec ma copine, j'ai pas envie de faire un bon travail avec vous. Ça va empiéter sur ça et ça, c'est juste hors de question. Parce que moi, qu'importe, en fait, vous allez me payer de la même manière. Donc, c'est pas parce que vous me payez tant que moi, parce que j'ai les états d'âme, ou alors je vais pas bien, je vais devoir assurer une mauvaise qualité. Non. Ou alors, il faut que je vous explique, écoutez, aujourd'hui, j'ai eu telle situation, donc là, je pourrais pas être au top et tout. Donc, peut-être qu'au lieu de faire 1 heure, je serai au top, mais en fait, je serai moyen, mais on va faire peut-être 1h15, 1h20, pour compenser, voilà. Encore une fois, on essaie de trouver des compromis. Mais on évite que le perso empiète sur le pro. Ça, c'est très important. Autre point important, qui pourra être peut-être amené justement lors d'un entretien, c'est qu'on va peut-être vous demander de parler de vos anciennes expériences dans un autre studio ou avec vos équipes, ou alors pendant vos projets de groupe. Et ce qui est super important, attention à ça, on ne se plaint pas et on ne tape pas, on ne casse pas du sucre dans le dos de ses collègues ou dans le dos de son école. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que recruteur, je peux me dire que si cette personne-là casse du sucre dans le dos de ses collègues, elle pourra très bien le faire pour nous aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne dira pas toujours les choses en face. Donc attention à ça, on ne se plaint pas. Qu'importe la situation, même quand elle est pénible, on fait le taf. C'est quelque chose justement qui va être toujours bien apprécié. On reprend l'exemple du professeur et il commence à se plaindre de son dernier élève qu'il a eu avant, ça va pas vous donner une très bonne impression derrière quand même. Vous allez dire, certes oui, il peut casser aussi du sucre dans mon dos. Donc voilà, faites attention à comment vous exprimez. Et ça implique du coup que, par exemple, même quand vous avez un mail ou une réponse, vous remerciez, vous envoyez un mail de retour en disant voilà, merci pour le test, je suis vraiment content d'avoir pu passer ça, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et j'espère en tout cas qu'il correspondra à vos attentes. Ça peut être ça ou ça peut être aussi s'il y a eu un job dating ou en tout cas une rencontre avec des entreprises et vous envoyez un mail de remerciement pour dire merci d'être passé, d'avoir pris le temps de m'interviewer, c'était vraiment très intéressant et très enrichissant pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr, vous pouvez envoyer votre candidature juste derrière. Et enfin, le dernier point et pas des moindres, il faut savoir faire preuve de discrétion et être humble. L'humilité, vous avez toujours à apprendre des autres, même s'ils ne se comportent pas comme vous voulez, même s'ils n'avaient pas les compétences, que ce soit votre groupe d'étudiants, que ce soit dans votre job, votre premier stage, etc. Essayez toujours de chercher le meilleur des gens qu'il y a autour de vous. S'ils ont des difficultés, s'ils n'agissent pas comme vous le souhaitez, essayez de comprendre pourquoi. Essayez de les aider. Ne soyez pas là pour vous râler, pour vous plaindre. Franchement, ça n'apporte que du négatif. Et rien de positif du tout à l'équipe. N'oubliez pas que c'est un travail d'équipe. Vous êtes là pour apprendre auprès des autres et vous avez à apprendre de tout le monde. Vous n'avez pas encore, en tant que junior, le savoir ultime. Qu'on soit bien clair, même si vous étiez le premier de la classe. Donc, redescendez sur terre. Soyez humble et faites preuve de discrétion professionnelle. Ne critiquez pas les gens dans leur dos. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez discuter en face. Il y a ce qu'on appelle des one-on-one que vous pouvez déclencher. Ou alors, vous allez en parler avec votre lead pour dire, voilà, j'ai un problème avec telle personne. J'aimerais qu'on dénoue la situation et qu'on discute entre nous. Autre point important aussi, il faut savoir être à l'écoute des retours que l'on peut vous faire. Alors, je vais utiliser le mot questionnaire de satisfaction client, mais ça peut être tout simplement être à la recherche de feedback. C'est que vous devez être capable d'évaluer la qualité de votre travail. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que peut-être que vous allez essayer de faire des questionnaires de satisfaction, donc c'est-à-dire tout simplement aller chercher des feedbacks par rapport à votre groupe, par rapport à vos collègues, pour savoir
est-ce que ça correspond bien à ce que les gens cherchaient? Est-ce que d'un point de vue purement technique, il y a des choses à améliorer? Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez indiquer dans votre lettre de motivation ou lors de l'entretien d'embauche, de dire voilà, j'ai eu tel projet de groupe, j'ai eu telle expérience, et moi, ça m'a permis d'en retirer tel savoir. Donc je sais que la prochaine fois, maintenant, je ferai attention à ça. C'est super important et c'est super professionnel de montrer que vous êtes capable de faire de l'autocritique et que vous êtes capable de voir quels sont vos points d'amélioration. Quand j'interviens en tant que prof, j'envoie toujours en fin d'année un questionnaire de satisfaction, voire même des fois en milieu d'année, pour voir qu'est-ce qui correspond à ma classe. Est-ce qu'elle est contente sur ma méthode de travail, sur les cours qu'on fait actuellement? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ça, c'est un point vraiment important. Et pareil, quand je travaille en freelance avec des entreprises, je vais toujours à la fin de la mission dire « Ok, qu'est-ce que vous avez pensé de mon travail? Est-ce que vous avez aimé notre collaboration ?» pour pouvoir justement faire en sorte que moi, je m'améliore. Donc ça, c'est super important. Dans votre lettre de motivation, dans votre CV, dans votre entretien d'embauche, que vous soyez capable, quand on va vous poser des questions sur votre expérience, d'indiquer quelles ont été les leçons que vous avez tirées. En game design, je connais beaucoup de gens dans leur profil qui mettent ça justement en avant. J'ai fait tel projet, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'en ressors comme point d'amélioration. Mais tout ça, c'est bien beau, mais pour ça, il faut être curieux et être informé. C'est pour ça qu'on attend d'un professionnel de toujours faire de la veille sur ce qui se fait récemment, d'être au courant des dernières tendances dans son métier, dans son secteur. Quand vous avez maintenant un meilleur aperçu de la qualité de votre travail, vous savez quelle est votre valeur en tant que professionnel. Et du coup, combien vous devez être, vous estimez en tout cas devoir être payé au minimum. Donc pour ça, bien sûr, il y a des conventions collectives. Donc ça, pareil, je vais vous mettre les liens en description. Il y en a aussi dans le Discord en message épinglé. En fait, où vous savez qu'il y a un minimum que vous devez être payé. Notamment, en tout cas, quand vous êtes en CDD ou en intermittent du spectacle. En freelance aussi, normalement, un junior, parce qu'il y a des coûts à prendre en compte, ne doit pas être payé, en tout cas pour la journée, moins de 25 € de l'heure. Donc sur une journée où vous allez faire 8 heures de travail, ça revient à 200 € la journée. Donc certains peuvent dire « Waouh, c'est cher et tout », mais non. Il faut vous rendre compte que dedans, quand vous êtes freelance, il va y avoir votre matériel que vous payez, peut-être vos logiciels, le fait que vous ne cotisez pas pour la retraite, même si bien sûr vous avez, en étant un jeune freelance, l'ACRE qui vous permet d'avoir moins de cotisations sociales à payer, parce qu'il faut savoir que moi par exemple, en tant que freelance, on va me prendre 25% sur ce que je suis payé. Mais vous par exemple en débutant, on va vous prendre que 5%, un truc comme ça. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais il ne faut pas avoir peur, vous avez un minimum de valeur. Même si votre valeur technique, comme je vous ai dit en sortant d'école, elle n'est pas incroyable, vous avez ce sens professionnel qui fait que vous assurez une qualité et un rendu dans tout, qu'importe ce qui se passera. Donc, ça vaut de l'argent. Et ça serait tirer une balle dans le pied dans notre milieu professionnel si à chaque fois vous essayez de vous brader. Après, bien sûr, en fonction de là où vous allez postuler, et ça, je vous conseille de bien vous renseigner, les prix vont varier. Donc quand vous avez des doutes sur un salaire junior en fonction de la région où vous allez, vous pouvez très bien, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, sur avoir de la visibilité et prendre contact avec les pros, envoyer un message sur LinkedIn. Vous faites une invitation, vous ajoutez une note et vous pouvez par exemple dire « Bonjour Nicolas, je vous contacte car comme vous, j'aimerais être animateur 3D junior à Superprod. Je me pose la question d'un point de vue salaire à Angoulême car étant basé à Paris, je me demande s'il y a une différence de salaire minimum auquel je dois prétendre. Serait-il possible également d'avoir des retours sur mes travaux, s'il vous plaît, en vous souhaitant une bonne journée et vous mettez votre prénom. Et au moins, vous avez une idée du type de salaire qu'on attend de vous. Là, encore une fois, je vous partage un document en description où l'on parle des salaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent là-dessus sur ce Google Doc. Donc ça, c'est important que vous ayez une idée en tout cas du salaire minimum si on vous pose la question. Ça ne veut pas dire que vous devez évoquer le sujet, mais si on vous pose la question, il faut que vous soyez capable de répondre en tout cas le minimum que vous attendez. Et bien sûr, il faudra lire un contrat. Donc quand on vous propose un contrat, un professionnel, il ne répond pas du tac au tac. Il prend le temps d'étudier. Donc vous direz, ok, laissez-moi le temps, en tout cas, d'étudier la demande et je vous réponds le lendemain ou dans 2 jours. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas répondre du tac au tac. Ce n'est pas professionnel, à moins que vous ayez déjà de l'expérience et vous soyez déjà habitué au contrat, donc vous savez déjà ce qui vous attend. Donc voilà globalement les différents points qu'on attend d'une attitude professionnelle et aussi du coup, vous, les informations que vous devez récolter en entretien. Et bien sûr aussi, en entretien, on va forcément vous poser des questions. Ça va être déjà que vous soyez clair sur vos disponibilités, sur le poste que vous visez et les missions que vous souhaitez accomplir. Ça va être aussi d'expliquer l'expérience que vous avez et les leçons, encore une fois, que vous avez tirées de ces expériences-là.
Ça va être aussi expliquer votre ambition et comment vous projetez en fait au niveau de votre carrière pour savoir techniquement si nous on peut vous voir évoluer au sein de notre entreprise ou pas. Ça va être aussi du coup pourquoi vous avez choisi cette entreprise et pas une autre. À vous de montrer à quel point vous êtes renseigné sur l'entreprise par rapport à ses valeurs, par rapport au type de projet qu'ils font. Et là, faut être sincère en fait. Faut vraiment parler avec votre cœur et expliquer qu'est-ce qui vous motive à venir ici. Est-ce que c'est les collègues? Est-ce que c'est les projets? Est-ce que c'est parce qu'on vous a recommandé de venir ici et que vous adoriez en fait les conditions de travail? Est-ce que c'est parce que c'est une boîte internationale et donc ça va vous permettre aussi de développer plus votre anglais et de découvrir d'autres cultures? Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser dans une entreprise et il faut montrer que vous soyez renseigné sur votre cible. Encore une fois, là je fais écho à ma première vidéo où j'ai expliqué que c'est comme en fait des rencontres sur Tinder et en fonction de votre stratégie pour trouver le profil qui correspond en tant que job et d'entreprise, mais il va falloir se renseigner. Et en tant que professionnel aussi, on va essayer de comprendre aussi, vous, votre maîtrise technique. À quel point, quand même, vous êtes un peu au fait de la méthode de travail par rapport à votre poste. Donc ça peut être, par exemple, on peut vous demander, ok, dans tel cas de figure, comment toi tu ferais la création de ce personnage-là? Ou telle animation, on vous montre un exemple, qu'est-ce que vous voyez comme défaut? Alors toi, sur ta propre animation ou sur ton propre travail, qu'est-ce que tu verrais comme point d'amélioration? Quel type de logiciel, à quel point tu maîtrises ce logiciel, est-ce que tu es capable de faire ça ou ça? Donc, faut savoir qu'on peut vraiment, vous poser des questions où vous êtes dans une situation et vous allez expliquer, vous, dans cette situation hypothétique, comment vous y prendrez pour accomplir la mission. Donc là, ce sera important pour vous, par rapport à l'expérience des travaux en groupe que vous avez fait, de montrer que vous anticipez les contraintes des autres métiers et que du coup, vous allez éviter des allers-retours et des retakes inutiles sur votre travail. On vous demandera aussi peut-être les types d'exercices, les types de missions sur lesquelles vous êtes les plus à l'aise par rapport à la direction artistique, par rapport même à quelque chose de beaucoup plus précis. Par exemple, moi, je préfère faire des créatures, ou faire des humains, ou faire du props, ou de l'environnement stylisé. Donc voilà. Ça aussi, on essaiera de vous donner des tâches dans lesquelles vous êtes le plus efficace et le plus passionné. On peut vous demander aussi comment vous allez vous comporter en gestion de stress, en gestion de crise. Dans telle situation, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu vas communiquer? Est-ce que tu vas essayer de résoudre le problème tout seul? Est-ce que tu vas aller voir d'abord ton collègue ou alors directement ton lead? Voilà, on va essayer de savoir aussi comment vous réagissez d'un point de vue personnel et pas d'un point de vue méthodique à une situation. Donc ça aussi, encore une fois, ça permettra de faire le point par rapport à l'attitude professionnelle. Donc voilà grosso modo les types de questions qu'on est susceptible de vous poser en entreprise et ce qu'on attend d'une attitude professionnelle. Donc encore une fois, tous ces points-là que l'on a vus ensemble, toutes les ressources que je vous ai dit durant la vidéo sont en description. N'hésitez pas aussi à aller voir le Discord. Et si vous êtes curieux, il y a aussi un petit bilan par rapport aux écoles justement que j'ai fait sur mon site internet où je mettrai le lien si vous êtes curieux pour voir un peu ce qui se passe. Il y a aussi une enquête de satisfaction que je fais. Donc cette enquête de satisfaction a pour but de vraiment trouver des axes d'amélioration pour les écoles et que moi aussi je puisse anticiper quand je vais créer justement ma future école du dojo le maximum de contraintes et de problèmes. Donc ça vise 5 personnes. Ça vise vous, les étudiants ou les jeunes sortis d'école qui a à peu près moins de 2 ans pour avoir un retour sur vous, votre école et votre formation. Il va y avoir les parents, donc essayez de diffuser aussi aux parents pour avoir un peu leur avis par rapport aux formations et qu'est-ce qu'ils font qu'ils choisissent telle ou telle formation. Il va y avoir les recruteurs, il va y avoir les responsables pédagogiques et il va y avoir les profs intervenants. Donc voilà, tout ça c'est sur un Linktree. Je vais vous le mettre aussi en description, donc je compte sur vous. Si vous pensez que cette enquête vaut le coup pour améliorer les conditions d'école, eh bien partagez-la. Écoutez, en tout cas, j'espère que toutes ces informations vont vous aider pour être un meilleur professionnel, parce qu'encore une fois, vous n'êtes plus des étudiants, c'est très important de le savoir maintenant, vous êtes des pros dès la 2e année. Donc agissez en tant que tel et vous trouverez un job sans aucun problème. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez me poser des questions pour du coaching, pour votre candidature, pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au niveau junior rookie, ce sera avec plaisir. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée et je vous dis à bientôt dans le dojo.